Bien, merci de votre attention. On redémarre donc par une table ronde avec Christian Weiss, écologue, biographe, chercheur, et Philippe Canal. Oui, maintenant c'est... Oui, c'est moi, c'est moi. Donc on va donner la parole, à nos invités pour qu'ils se présentent. Philippe, à toi. Bonjour, donc Philippe Canal, je suis forestier à l'Office national des forêts depuis une trentaine d'années. J'interviens ici non pas au nom de l'ONF, mais bien au nom de mon syndicat, le SNUPFEN Solidaire, qui est le premier syndicat des personnels fonctionnaires de l'ONF. Donc c'est bien à titre syndical que j'interviens. Je suis forestier dans la Nièvre, en Bourgogne, aménagiste, donc en charge de la planification, ça a été évoqué. Et en tant que représentant des personnels, je suis membre du conseil d'administration de l'ONF, à titre syndical, là encore. Bonsoir, je suis entre autres biogéographe. Donc ce qui m'intéresse, c'est les interrelations homme-nature. J'ai enseigné une décennie et demie à l'université Paris 8, Saint-Denis. Je travaille également sur une étude pilote avec l'INRAE, qui a lancé justement une étude pilote sur des placettes dans la forêt de Tronchet pour étudier les effets du changement climatique et du vent. Donc il y a de la nitrométrie, on est petites mains, nous, on prend des mesures. Et puis ça sera un travail qui va se poursuivre 1 ou 2 ans pour essayer de voir ce que ça peut nous apporter, quoi. Donc on va commencer par toi, Philippe. Donc si tu pouvais nous donner ta vision plutôt du côté SNUPFEN, c'est-à-dire comment les employés de l'ONF aujourd'hui vivent leurs conditions de travail. C'est un point qui a été abordé par la dame tout à l'heure. Elle n'a pas parlé également des 50 suicides qu'il y a eu, mais bon, on n'en parlera peut-être pas, faut mieux pas. Donc je te donne la parole pour présenter ta vision que tu as de ce qui se passe à l'ONF en ce moment, en fin de compte, vu de côté syndical, on va dire. Ok, ça ne correspond pas tout à fait à ce qui m'avait été demandé pour ce colloque, donc je vais suivre le plan initial et je vais y venir au fur et à mesure. Alors, si on peut faire comme ça. Voilà, donc je disais que j'étais forestier dans la Nièvre, je vais commencer par vous parler forêt. Donc la Nièvre, nous, on n'a pas préparé un PowerPoint aussi élaboré que les précédents. Donc pas de carte pour vous situer la Nièvre, il n'y a pas grand monde qui sait où c'est. Un petit truc, vous mettez le doigt au milieu de la carte et vous serez pas loin. Voilà. Donc la Nièvre se situe entre les deux climats continental et océanique, donc entre 200 et 800 mètres d'altitude. C'est un département qui est assez représentatif de ce qu'on peut trouver en France, hein, un taux de boisement de 30%, avec des zones beaucoup plus boisées. Le Morvan, le Morvan, tout le monde connaît le nom, hein, boisé à plus de 50%, et le plateau nivernais le long de la Loire, boisé également à plus de 50%. Représentatif de ce qu'on trouve en France aussi, parce que la forêt est privée à 75%, 25% pour le public. Et dans les forêts publiques, à peu près à moitié-moitié, des forêts domaniales et des forêts communales. Voilà. C'est un département dans le monde forestier qui est connu puisqu'il a la plus grande chaînée en France. Donc c'est 80% feuillu, 20% résineux. Et le Morvan, lui, par contre, a été enrésiné donc à plus de 50% sur les 50 dernières années. Voilà pour ce qu'on peut dire sur la forêt. Un petit mot sur la santé des forêts, puisque le changement climatique oblige, ça devient un sujet à aborder à chaque fois. Pour le moment, en dehors des essences miracles du passé, qui étaient l'épicéa, qui était le sapin de Vancouver, qui ont disparu,
et le sapin pectiné qui a été implanté à une altitude trop basse par rapport à sa pluviométrie. Ces 3 essences-là, soit elles ont disparu, soit elles vont petit à petit disparaître du Morvan, parce qu'elles ont été implantées là ou généralisées dans un but de production rapide, mais le dérèglement climatique est en train de corriger les erreurs du passé. Il faut toujours s'en rappeler, des erreurs du passé, c'était les essences miracles, et c'est nos plus gros problèmes sanitaires aujourd'hui. Pour les peuplements feuillus, les chênaies, on parle beaucoup de dépérissement, on a ce mot à la bouche. Il y a un protocole ONF pour noter les arbres qui s'appelle dépérisse, à tort, puisqu'il vise à noter l'état végétatif des arbres. Mais les mots comptent, et une fois qu'on a dit dépérisse pour un protocole, on finit par dire que tout est dépérissant. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a des peuplements surtout réagissants. Le dérèglement climatique, il est là depuis un moment. Donc oui, il se passe des choses. Pour autant, on voit aussi des arbres qui réagissent, qui réduisent la voilure, c'est normal. Ils s'aperçoivent qu'ils perdent beaucoup d'eau avec le vent. Il y a de plus en plus de vent avec le soleil. Et donc, ils réduisent leur croissance, ils réduisent la voilure. On voit des peuplements de Douglas qui n'ont pas 3 années d'aiguille, mais même plus 2, mais juste 1. C'est des arbres qui sont en train de s'adapter, ils réagissent. On ne connaît pas l'issue, mais en tout cas, de là à dire c'est dépérissant, sous-entendu, il faut couper et repartir de zéro avec autre chose, on n'est pas du tout d'accord. Voilà, les forêts de la Nièvre, c'est comme partout en France, des forêts très anthropisées, avec un long historique d'exploitation, les bois de marine, les forges, les faïenceries. Une particularité, on est à Paris, on va le rappeler, pendant 400 ans, c'est les forêts de la Nièvre ont approvisionné Paris en bois de feu par le flottage, les bois par l'Yonne et puis la Seine. Donc ça a des conséquences sur les forêts, plusieurs conséquences. La première, c'est que les chênes sont ultra dominants dans les peuplements, alors que l'essence climatique jusqu'à présent, c'était le hêtre. Voilà, donc un impact très fort sur la composition des peuplements. Et vu que les besoins en bois d'industrie ont été très importants très tard, les peuplements issus des anciennes gestions, donc on a dit taillis sous futaie, c'est-à-dire où sur les mêmes parcelles, on cherchait à faire du bois d'œuvre et du bois d'industrie, du bois de chauffage. Ces peuplements-là restent majoritaires, donc à plus de 60%. Les futaies régulières, juste petit rappel, dans la parcelle, tous les arbres ont le même âge, étant à 40% sur le département. Voilà, d'un point de vue de l'écologie, rien d'extraordinaire, mais une belle richesse faunistique et floristique tout de même, des habitats d'intérêt, des milieux humides, des cours d'eau, pelouse calcaire. Donc j'en profite, un premier mot à titre syndical. C'est bien d'avoir des hotspots de biodiversité et de s'intéresser à la biodiversité extraordinaire. Pour autant, dans ce pays, ce qu'on néglige surtout, c'est la biodiversité ordinaire, qui spatialement est la plus importante et stratégiquement essentielle. Voilà, donc un petit mot déjà là-dessus. Des essences emblématiques, c'est bien d'avoir des emblèmes et des symboles, ça accroche les médias, ça accroche l'opinion publique, il en faut. Donc cigogne noire, castor, le loup, des tritons marbrés en bordure dans leur aire de répartition, voilà, des tas de choses très intéressantes. Dans un département où on passe de 200 à 800 mètres d'altitude, de 700 mm d'eau à 1500 mm, donc une belle diversité, pour autant sans classement extraordinaire. Et puis, quelque part, pourquoi pas, et puis tant mieux. Voilà, sur le social. Le social, c'est 1600 salariés, 500 entreprises sur le département. Donc, c'est quelque chose de très important. Comme partout, le social, c'est quand même l'approvisionnement en eau potable. On parle beaucoup de dérèglement climatique, de carbone, ceci, cela. Le défi de ce siècle, c'est l'eau, quand même. Et l'alimentation en eau. Et on voit bien chaque été la liste des communes en restriction qui s'allonge. Donc,
L'évolution sur notre département, c'est qu'il y a 30 ans, la plupart des captages d'eau potable étaient dans le milieu agricole. Ils ont tous été rapatriés depuis dans le milieu forestier. C'est une logique, une trajectoire. 90% des eaux minérales en Europe sont captées en forêt parce que la forêt protège l'eau et c'est peut-être sa première fonction. Voilà, un petit mot sur ce qui se passe en forêt publique dans notre département. C'est une réorientation forte des modes de gestion. En l'an 2000, toutes les forêts sont orientées vers une gestion en futée régulière. Voilà, 25 ans plus tard, eh bien, le traitement en futée irrégulière a atteint presque la moitié des surfaces, 40%. Donc c'est une évolution majeure dans les modes de gestion, surtout qu'on est sur quand même des forêts à fort enjeu de production. Chêne très haute qualité, c'est le produit phare quand même sur le marché du bois depuis des siècles, avec des grands crus tels que Bertrange, Bellary, Praimery, des choses très très recherchées par notamment le monde de la tonnellerie, et ce sont ces ventes de chêne qui tiennent les cours du bois et les recettes de l'ONF depuis toujours. Voilà, donc une évolution majeure sur ce type de peuplement avec ce genre d'enjeux. Protection des sols, ce qui se fait sur les forêts publiques du département, c'est que c'est généralisé la pratique des cloisonnements d'exploitation qui, d'un point de vue paysager, c'est pas satisfaisant, hein, ça lézarde le paysage. Pour autant, il y a des gens qui viennent sortir des bois avec des engins qui sont de plus en plus lourds. Il y a une course aux armements. Et pour éviter que les sols soient compactés partout, on va y revenir, les sols, c'est essentiel. Et ben, avoir des cloisonnements d'exploitation, ça évite de descendre, d'aller au-delà de 15-20% de la surface compactée. C'est très important. Notre syndicat milite pour qu'il y ait un poids total en charge maximum des engins forestiers. Dans notre pays, il y a un poids total en charge maximum pour rouler sur une route. Il n'y en a aucun pour aller en forêt, quoi. Et on voit des monstres arriver. Et nous, on peut s'opposer pendant un temps important à dire non, vous ne débardez pas, vous allez abîmer, le sol est trop mouillé. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas interdire un engin. Ce serait à la loi de le faire. Et quand on parle de dégâts au sol et de ce qui se passe en forêt, ça passerait déjà par ça, une mesure quand même réglementaire. Les engins forestiers, c'est souvent juste des adaptations d'engins agricoles au monde forestier. Pour la plupart, les tracteurs de débardage en tout cas. Et voilà de quoi on aurait besoin et surtout de quoi la forêt aurait besoin à l'avenir pour mieux se porter. Sur les orientations, toujours en forêt publique, est mis en place un maillage d'îlots de vieux bois, donc sur un maillage kilométrique, donc des îlots de 3 hectares, soit de vieillissement, soit de sénescence où il n'y a plus aucune intervention, hein. L'idée, c'est par ce maillage de favoriser la migration des espèces animales et végétales. On a des forêts jeunes dans notre département comme en France. C'est des forêts jeunes parce qu'elles ont été exploitées, parce qu'on ne les a pas laissées vieillir. Et c'est vrai que pour complexifier l'écosystème, on a besoin de plus de vieux bois, de bois en sénescence. Parce que, je vais le répéter peut-être plusieurs fois, un écosystème, c'est la base de ce qu'on apprend en école forestière. Un écosystème, plus il est complexe, plus il est résistant. Et ce sera le nœud pour la période à venir et tout ce que les forêts vont devoir affronter, la complexification. J'en viens sur le dernier point de ma présentation, les orientations promues par notre syndicat, donc le SNUPFEN Solidaire. Bon, elles visent principalement à améliorer résistance et résilience des peuplements forestiers par rapport à ce qui se profile et le dérèglement climatique. Une petite différence quand même, la résistance, c'est ce que le peuplement démontre par rapport à un aléa donné, hein, une tempête, une sécheresse, une répétition de ce genre d'événements extrêmes. La résilience, nous, on la qualifie comme étant la capacité du peuplement forestier à se remettre dans ses fonctions, dans son fonctionnement, sans l'intervention humaine.
C'est ce qu'on qualifie de résilience. Aujourd'hui, dans le langage courant, on mélange allègrement les deux. Nous, on fait quand même une différence. Donc pour nous, il y a une priorité dans notre revendicatif syndical et dans ce que nos 800 adhérents, quand même, pour les 8000 personnels de l'ONF, font avancer au quotidien, à minima. On a parlé de multifonctionnalité. Pour nous, il faut complètement revoir la manière de regarder les choses. Il y a 3 fonctions, oui, production, économique, donc, environnementale, sociale. Et jusqu'à présent, la pratique, ça a été de dire, bon, on réfléchit production, et après, oui, bon, on va regarder, on fait attention, on a un périmètre de protection de captage d'eau, on aménage un petit peu, quoi, hein, on adoucit un petit peu le truc, voire on fait un peu de greenwashing. Non, le dérèglement climatique, là, impose de renverser la table et de dire on va optimiser les fonctions environnementales. La liste, elle est juste majeure. C'est l'eau, la régulation de l'eau, l'approvisionnement en eau. C'est le carbone, c'est la biodiversité, qui est tout sauf un gadget, hein. L'écosystème, il sera plus résistant avec plus de biodiversité. Nous, on regarde les choses en face. Si on continue à dire d'abord on réfléchit production et puis on aménage avec un petit peu de social et d'environnemental, on va finir dans certains contextes à perdre l'état boisé et tous les bienfaits qui vont avec. Voilà, donc il faut revoir ça de fond en comble. Il en résultera une production, et c'est déjà bien. Une production qui sera de moins en moins prévisible, qui sera certainement inférieure en volume, mais ça, c'est le dérèglement climatique qui le décide. Les accroissements baissent. La pluviométrie aux périodes stratégiques pour la végétation, mai, juillet, a tendance à baisser. Les déficits seront de plus en plus importants. Voilà, la croissance des arbres a déjà commencé à baisser. Donc, voilà, la production a déjà changé, elle sera de plus en plus compliquée à prévoir, ce sera de plus en plus, ça a déjà commencé, une récolte, on l'a vu sur les diagrammes tout à l'heure, qui se fait par crise. D'un coup, vous avez des afflux de bois parce que vous avez tel type de peuplement qui lâche. Pour autant, la demande de bois n'augmente pas, donc les prix s'effondrent. Et les statistiques sont là aussi. Il y aura un pourcentage de bois dégradé dans la récolte de plus en plus important. Donc voilà, c'est pas d'optimiser les fonctions sociales et environnementales qui vont porter atteinte à la récolte. Le dérèglement climatique, il s'en occupe tout seul. Donc le carbone, allons-y, la biodiversité, l'eau, le paysage. Optimisons tout ça et il sortira une production. Ça, c'est la priorité dans notre approche syndicale de la gestion. Le deuxième point a été largement souligné, je vais essayer d'aller vite. Il faut accepter l'incertitude et notre relative ignorance de tant de choses. L'incertitude, ça va être la règle. Voilà, c'est tout, c'est un dérèglement climatique. Donc où on va ? Le climat, qu'est-ce qui sera dans 10, 20, 50 ans ? On n'en sait rien. Le climat, c'est quand même beaucoup plus compliqué que juste une répartition mensuelle de pluviométrie et des températures. On ne sait quasiment rien déjà du climat actuel par rapport et son impact sur la végétation. À quelle vitesse la température augmente ou diminue ? C'est essentiel pour la végétation. Le climat, c'est un tas de micro-événements. Il va faire très beau, ensoleillé, avec des sols gelés et des végétaux qui n'ont pas accès à l'eau parce que l'eau, elle est gelée, alors qu'ils sont en train d'évaporer. Pour des jeunes peuplements, c'est essentiel. Donc le climat, déjà actuel, on connaît les grandes lignes. OK, on sait que la pluviométrie, la température, on peut avoir des projections. Mais on parle beaucoup de crise climatique, ce qui sous-entendrait qu'après une crise, on a un retour à l'équilibre. On n'en sait rien, ça va être évolutif. Donc l'incertitude, il faut vraiment l'admettre, l'intégrer dans tous nos raisonnements. Et notre relative ignorance aussi. On dit le être va disparaître.
C'est quoi le être? Mais vous avez des écotypes, on a parlé de la Massane, vous êtes sur une hétérolique à Argelès-sur-Mer, au bord de la Méditerranée. Et vous vous allez en retrouver jusqu'au nord de l'Allemagne. Donc il y a des écotypes. Sur les génétiques, on ne sait pas grand-chose. Il y a un domaine qui est en train de monter en force, c'est l'épigénétique. C'est la manière dont le patrimoine génétique s'exprime par rapport aux modifications de son environnement. Aujourd'hui, on perçoit que chaque année, les arbres produisent des bourgeons qui, au conditionnel, garderaient la mémoire du dernier climat. Ce qui veut dire que d'année en année, on aurait peut-être des semences avec des différences, peut-être un potentiel d'adaptation. Une grande ignorance sur un tas de choses. Donc voilà, incertitude, ignorance, il faut intégrer ça. Il faut résister à cette tentation de se trouver de nouvelles certitudes. On voit bien, nous, à l'ONF, on a des trucs qui nous disent le climat à tel endroit, ça va être comme ça en 2050, hypothèse optimiste, pessimiste. Bon, et à partir de là, on dit, tiens, on va planter à la place de nos chênes, on va mettre du chêne pubescent, du pin maritime. Tout ça, c'est quand même, comme le film Le Guépard, c'est changer toutes les essences pour ne rien changer à la manière de gérer la forêt, quoi. Se chercher ces certitudes-là. Il faut admettre les incertitudes. Et après, et je reviendrai sur le premier exposé fait par Knut, en matière de prévention, dans la médecine, quand on ne sait pas ce qu'il faut faire, on commence à lister tout ce qu'il ne faut pas faire. Eh bien, commençons par ça et à l'appliquer en forêt. Tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre des sols à nu, les compacter, puisque les arbres vont être de plus en plus agressés dans leur partie aérienne. Il s'agirait qu'au moins au niveau de leur partie alimentaire et fixation, ils soient bien, quoi. Donc, pas fragiliser les sols, ne pas les compacter, ne pas les mettre à nu. Quand on met un sol à nu, toute l'eau qui est dedans et le carbone, une bonne partie du carbone repart directement dans l'atmosphère. Est-ce que c'est de ça que nous avons besoin à l'avenir? Non, on a besoin que nos sols stockent du carbone et l'eau, qu'elle continue de profiter aux végétaux, puis de s'infiltrer et aller recharger des nappes, pas de repartir directement dans l'atmosphère. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est fragiliser l'écosystème avec des longues phases de surconcurrence, où on laisse des arbres en très grand nombre, très serrés, dans le cadre notamment de la futée régulière, pour que les arbres très serrés s'appuient les uns sur les autres et qu'à l'arrivée, ça fasse des bouts de bois tout droit. Par contre, c'est beaucoup d'individus qui sont fragilisés parce qu'ils sont très nombreux à manger sur le même gâteau. Ça c'est des choses assez simples et qu'il faudrait quand même éviter à l'avenir. Éviter de modifier les génétiques, j'en ai parlé, je passe là-dessus. Commençons à... Et c'est ce qu'on avait dans l'exposé de Knut tout à l'heure, ne pas faire ça, ne pas faire ça, ne pas faire ça, ne pas faire ça. Ça, c'est de la prévention, c'est le bon sens. Et il faudrait vraiment se calquer là-dessus. Avant-dernier point, ça a été abordé, la non-gestion. Oui, la non-gestion, notre syndicat de forestiers le reconnaît comme un mode de gestion. Voilà. Après, c'est un choix de propriétaire, je pense que tout le monde pourra en convenir. Et puis, même si il faudrait mettre d'immenses surfaces en non-intervention, en non-gestion, on finirait quand même par aboutir quand même à un débat sur la déforestation importée. Nous consommons du bois. On peut tout mettre sous cloche. Si c'est pour aller déforester à l'autre bout de la planète, je crois qu'on se serait complètement planté là. Donc, mais il y a de la marge pour de la non-gestion et c'est une forme de gestion et ça peut être un choix de gestion tout à fait. Donc tout ça, tout ce que je viens de dire nous amène au dernier point et bon, il a été largement abordé. Pour nous, le mode de traitement qui répond le mieux à tout ce qu'on vient de dire, à tout ce qu'on défend,
Oui, c'est la futée irrégulière ou sylviculture mélangée à couvert continu. Pour les puristes, il y a des différences entre les deux termes, mais bon, je pense que dans l'esprit, on est très proche. Ça favorise les mélanges d'essences, les dynamiques naturelles, le renouvellement continu, et là, on arrive à la résilience. Nos peuplements, on le voit, on l'a vu sur les diagrammes tout à l'heure, les grandes tempêtes, c'est de plus en plus fréquent. Alors quand vous avez un peuplement qui est fermé et qu'au sol, il n'y a aucun renouvellement parce que le couvert est fermé, eh ben, la forêt va repartir, elle n'a pas besoin de nous, mais enfin ça risque de prendre beaucoup plus de temps. Quand vous avez du semis, des salles d'attente de semis en permanence, voire des petits bois qui font 2-3 mètres de haut, qui eux ne vont pas tomber avec le vent, l'écosystème repart plus facilement. Ça, c'est de la résilience. C'est favorable au cycle de l'eau. Hein. Mettre des surfaces à nu, c'est pour un temps très long. Avoir de l'eau qui tombe, elle repart quasiment directement dans l'atmosphère au lieu de s'infiltrer dans les sols. Et c'est un souci. Le stockage du carbone, évidemment. Aujourd'hui, on a des discours qui disent on peut faire une coupe rase et de toute manière, le peuplement qui va pousser derrière, il va stocker du carbone. Ouais, mais enfin, vous commencez par une dette carbone, quoi. Vous aviez un peuplement en existant, autant le garder et le façonner. Voilà. Donc, c'est tout ce qui nous convient dans la futée régulière, et avec 2 points importants qui vont au-delà de la forêt. Ce qu'on aura besoin à l'avenir, c'est de réversibilité et de modularité, quoi. Ça a été abordé. Une fois que vous êtes dans ce genre de mode de gestion, vous apercevez que le peuplement est trop dense, pas assez dense, vous pouvez moduler, c'est pas assez étagé verticalement, vous pouvez travailler. Une fois que vous êtes en futée régulière, c'est une trajectoire très dure, parce qu'une fois que vous avez remis un peuplement à zéro, pendant 50, 60, 80 ans, de toute manière, la trajectoire, elle est faite. Hein, et vous pouvez pousser la trajectoire. Ça va être compliqué de la changer. Donc, dans ce domaine de la forêt, de la gestion forestière, comme dans tous les autres domaines, peut-être dans notre société, réversibilité et modularité, c'est quand même 2 qualités à même de répondre à la grande incertitude qui arrive. Et dernier point, quand même, on est un syndicat, on va parler de social, par rapport au mode de traitement en futée irrégulière. Aujourd'hui, pour les ouvriers forestiers qui font des travaux en forêt, mais aussi pour les bûcherons, le traitement régulier, c'est quand même chaque matin un mur végétal, des gestes ultra répétitifs, alors que le traitement irrégulier va amener beaucoup plus de matière grise, de discernement. C'est des emplois beaucoup plus qualifiés, qui seront beaucoup moins pénibles et qui s'appuient aussi, plus susceptibles de s'appuyer sur ce qu'on appelle le jugement du beau, c'est-à-dire arriver à la fin de sa journée de travail et être content du travail qu'on a fait. Et ça, dans une vie de travail, c'est tout l'or du monde, quoi. Donc le traitement irrégulier va aussi favoriser ce type d'emploi. Et pour nous, socialement, c'est très, très important. J'en viens à notre conclusion. L'objet, c'était de savoir, de parler d'une gestion respectueuse des écosystèmes forestiers dans le cadre du changement climatique. Mon métier, moi, c'est d'aménager les forêts. Pesanteur, apesanteur, ménager, aménager. On a beaucoup aménagé les forêts. On a été dynamique. Ce dynamisme, avec le dérèglement climatique, il vire à la brutalité. L'écosystème a besoin de tout, sauf de brutalité. On a beaucoup aménagé les forêts. Maintenant, il s'agirait de plus les ménager. On n'a pas besoin de 1 milliard d'arbres, de plants, de tout ça. On a besoin de plus d'observation, de plus de suivi et d'interventions plus douces. Voilà. On a surtout besoin de complexifier nos écosystèmes avec des stratégies douces et de s'orienter vers des stratégies sans regret. Sans regret. C'est surtout ça qui est important pour la suite. Merci.
pas une question, c'est une satisfaction. Oui, c'est pas une question, c'est une satisfaction. Je redécouvre l'ONF comme je l'ai connu il y a un certain temps et un temps certain. Et je trouve que elle fait des points de jonction avec le bien commun et elle fait un point de jonction avec les associations. Je crois qu'on a vraiment à rouvrir nos yeux sur l'ONF. Bien sûr, ils subissent de plein fouet la crise du monde du travail, les choix qui sont faits, pourquoi je travaille, à quoi ça sert, quelle est l'utilité. Mais je trouve que là, ce que vous avez présenté me ravit et j'ai envie de repartir avec une besace pleine parce que ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça au niveau de l'ONF. Et moi, dans mon département, j'ai besoin d'avoir une vision de bienfaisance vis-à-vis de l'ONF. Bien sûr, il y a des bons techniciens, il y a des mauvais techniciens, mais je pense qu'il faut s'appuyer sur la structure qui a montré, en tout cas à travers le temps, son efficacité et elle est porteur vraiment de valeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis du groupe national de surveillance des arbres. Un de nos militants est récemment passé au tribunal correctionnel de Fontainebleau pour avoir été pris en flagrant délit de peindre des ronds bleus sur des arbres de patrimoine. Alors, la décision de justice a été rendue. Il a été innocenté de toutes les charges retenues contre lui au titre de la liberté d'expression et de la désobéissance civile. La procureure a fait appel. Je voulais juste citer ce qu'a dit la juge quand elle a lu l'ensemble de l'acte d'accusation, puisqu'il a été filmé, photographié, suivi, etc. Dans le texte qu'elle a lu, il a été pris dans une quinzaine de faits, et à chaque fois qu'elle lit un des 15 faits, elle dit « Monsieur a été surpris en train de porter atteinte à un élément de mobilier urbain, en l'espèce un arbre ». Et elle répète ça 15 fois de suite. Sachez-le, vous êtes des citoyens. Qui fait changer les lois? Les citoyens. Aujourd'hui, vous avez sur la région Île-de-France une association, SOS Île-de-France, qui a mis en avant un plaidoyer à faire signer par les élus. Le donneur d'ordre de M. Canal et de son collègue, c'est l'État, et l'État, c'est nous. Donc il faut faire évoluer le droit pour que les arbres et les forêts aient la possibilité d'aller en justice et qu'on les défende comme des entités vivantes. Je voulais juste poser une question. Vous ne dites pas un mot de ce qui est, je pense, le nouveau sujet qui change complètement également le paradigme de l'exploitation, le bois énergie, avec des volumes plus importants que le bois d'œuvre, ou pas? Oui, alors je reviens vite fait sur le sujet de verbalisation. Les procès-verbaux, traditionnellement, se terminent par la formule « il y a dommage causé à la forêt ». Quand on fait un rond bleu sur un arbre, il n'y a pas dommage causé à la forêt. Voilà, c'était quand même un petit mot de culture forestière. Le bois énergie, mais on a connu dans notre pays le bois énergie industriel. Jusqu'en 1850, ouverture du canal de Saint-Martin, le seul combustible industriel et domestique dans ce pays, c'est le bois. Le taux de boisement était descendu à 12%, et il y a des endroits, c'était tous les 8 ans qu'on coupait la forêt. Tous les 8 ans. La forêt était une vaste broussaille. Donc on sait ce que c'est. On a oublié, c'était il y a 150 ans, mais on sait ce que c'est. Et ça revient, oui, le monde industriel. De toute manière, si on n'avait pas le dérèglement climatique, on irait vers un monde de pénurie. Les pénuries ont commencé. Localement, c'est l'eau, c'est le sable qui commence à manquer pour la construction. Donc on se dirige vers un monde de pénurie, et à partir de là, la grande industrie, elle se souvient, il n'y a rien de neuf. Avec du bois, ça fait longtemps qu'on sait faire de l'électricité, qu'on sait faire du carburant, qu'on sait faire tout ça, à part que notre société, elle est beaucoup plus énergivore. Donc oui, le bois énergie arrive, oui, c'est puissant, nous on le voit en forêt. Il y a un tas de surbilles sur des arbres au dehors de la bille de pied, ce qui va être au-dessus des premiers gros défauts, qui étaient utilisés pour des usages pérennes.
de la traverse ou quoi, c'est-à-dire l'arbre, dans une deuxième vie, continue à stocker du carbone. Tous ces débouchés sont en train de disparaître et s'est transformé de plus en plus en bois énergie. Oui, notre société a un défi, c'est de réduire sa consommation d'énergie. Parce que de toute manière, vous pouvez mettre toutes les lois que vous voulez, vous pouvez mettre tous les forestiers que vous voulez. Une fois que vous avez une centrale qui produit, comme à Gardanne, de l'électricité avec des rendements lamentables et que vous avez le pays se couvre de chaufferies à bois plaquettes, une fois que ces structures existent, le bois il sort de la forêt. Hein. Donc il y a un enjeu à réduire fortement notre consommation d'électricité, certainement pas en ouvrant des data centers un peu partout qui vont nous piquer toute notre flotte et toute notre énergie. Mais le nœud, il est là, hein, sur notre consommation d'énergie. Hein. Parce que oui, le bois énergie, c'est en train de monter et c'est certainement, si la question est celle-ci, certainement majoritaire dans l'utilisation du bois aujourd'hui. On marche sur la tête. On a quelque chose de miraculeux, de biosourcé, qui nous amène à 1 mètre cube de bois dont on peut faire 50 usages, des usages durables. C'est-à-dire que ça continue à stocker du carbone. Ça peut remplacer la plupart des produits faits à base de pétrole. Et qu'est-ce qu'on fait? On le brûle pour faire de l'énergie parce qu'on est gourmand et on a tous nos responsabilités individuelles et collectives sur le sujet. Donc le bois énergie, oui, nous les forestiers, mais ça nous fait froid dans le dos parce qu'on voit bien ce qui va monter, ce qui va arriver si on n'arrive pas collectivement à consommer moins d'énergie. Oui, bon, pardon. Sinon, est-ce que tu nous as présenté quelles étaient les propositions syndicales, on va dire, les attentes, ce que vous souhaitiez? Est-ce qu'il y a quand même une écoute de la part de la direction de l'ONF et où est-ce que l'ONF va chercher ses instructions? On mène la bataille des idées depuis toujours. Hein. Notre syndicat a 60 ans. On gagne la bataille des idées, on l'a gagnée dans l'opinion en se rapprochant des associations, par un certain nombre d'actions syndicales, par des argumentaires, par des dossiers. Et il y a, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, sur 25 ans, quand vous avez près de la moitié des surfaces qui passent d'un traitement régulier, qui était le modèle archi-dominant. Je veux dire, il y a 30 ans, nos camarades du SICFRA de Auberive étaient jugés par un paquet de cadres à l'ONF comme des fous furieux. Aujourd'hui, la bataille des idées a été gagnée, donc il faut toujours mener la bataille des idées. Et je dirais qu'en plus, le dérèglement climatique, s'il a au moins un intérêt à l'ONF, c'est qu'il y a une perte totale de repères. Jusqu'à présent, on savait ce qu'était le climat, on savait ce que produisaient les forêts, la récolte était prévisible, il y avait beaucoup de certitudes, il n'y en a plus. Donc les gens qui amènent une certaine vision des idées, comme aujourd'hui ça a pu être exposé, et qui mettent en avant les attentes, les besoins d'une société sur d'autres sujets que l'économie et la production de bois, il y a une certaine écoute parce que même s'il y a une grosse résistance, le traditionnalisme, le mot a été lâché. Petit à petit, quand même, tout le monde comprend que ça va bouger un sacré coup là maintenant. Espérons que tu as raison. Espérons que tu as raison. Bon, on va passer donc à Christian. J'avais une question. Pardon, monsieur. Attends. J'avais une question, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, pardon. J'avais une question et j'ai pas. Vous avez le micro à ce moment-là. Oui, pardon. En effet, j'avais une question sur le bois énergie que vient de poser monsieur. Et c'est évident qu'avec la volonté de l'État de développer toutes les chaudières à bois, on marche sur la tête puisqu'on va automatiquement couper du bois. Donc ça, c'est déjà quelle est la puissance ou quel est le pouvoir de l'ONF et de toutes les associations pour avoir un poids au niveau des décisions de l'État. Ça, c'est une première question. Ma deuxième question, il y a eu de voter il y a quelques années une charte de l'arbre qui a été votée à l'Assemblée nationale. Et on n'en a jamais entendu parler. Je ne sais même pas s'il y a eu
été présentée. Bon, voilà. Alors, est-ce que cette charte de l'arbre était faite évidemment pour protéger l'arbre? Donc, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de revenir sur cela au niveau de l'État pour justement qu'on puisse l'appliquer? Voilà. Et une troisième question, c'est par rapport à tous les petits propriétaires privés. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de parcelles de bois qui étaient exploitées, enfin, disons, entretenues par les propriétaires privés. Actuellement, toute la descendance, le patrimoine, je dirais, forestier de ces propriétaires privés, les enfants ne sont plus là. Les enfants, souvent, sont un peu éclatés dans toute la France, géographiquement parlant. Et il n'y a plus d'exploitation de ces petites parcelles. Alors, qu'est-ce que ça va devenir? Voilà. J'essaye de répondre rapidement pour laisser un temps. Donc, sur le sujet de l'énergie, il y a un sujet, chacun peut aller trouver son député. La politique énergétique de ce pays, c'est décidé sans débat au Parlement. Hein. C'est un scandale démocratique. Mais l'interlocuteur, c'est les députés. Collectivement, la politique de l'énergie, elle est décisive. Enfin, on voit tout ce qui se passe sur notre planète aujourd'hui. Elle est décisive. Comment ça a pu se passer que dans notre pays, la politique de l'énergie sur toutes les années à venir, elle ne soit même pas débattue au Parlement? Voilà. Ça, c'est une première réponse. Il y avait un troisième point. Vous pouvez me redire, s'il vous plaît? La forêt privée. La forêt privée, bon, historiquement, la gestion en forêt publique finit toujours par inspirer la gestion en forêt privée. On l'a vu avec les aménagements, les plans SEM de gestion en forêt privée. Donc, la gestion en forêt publique, quand elle est vertueuse, finit par amener des choses aussi vertueuses dans la forêt privée, sachant que, je tiens à le dire, c'est un monde, la forêt privée, et il y a des gestions privées nettement plus vertueuses que la gestion publique. Hein, ça existe aussi. Jamais de généralité non plus. Et après, quand vous avez des petites... Bon, la France, c'est le pays au monde où il y a le plus de propriétaires privés. C'est l'héritage de la Révolution française et de l'accès à la propriété privée, plus toutes les successions qui sont intervenues depuis. Hein. C'est un nombre faramineux. Donc, ça aboutit quand même à des choses intéressantes, c'est-à-dire qu'il y a différents types de modes de gestion, des choses tout à fait empiriques, pas codifiées, mais il y a aussi beaucoup de libre évolution, on en parlait tout à l'heure, et tout ça, ça amène une vraie diversité à la forêt française. C'est souvent présenté comme un problème, un frein à l'exploitation, à la récolte, mais ce morcellement de la forêt privée a aussi des avantages importants en termes de biodiversité. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais je passe la parole à Christian. On va passer à Christian, oui. Vas-y, Christian. Non. Oui, je sais, mais je voulais que je vous dise. Sinon, je m'en vais. Quoi. Non. Eh bien, bonsoir, je vais essayer que vous ne désertifiez pas la salle et d'être assez rapide. Je vais juste faire une allusion à l'histoire de la forêt, parce que ça me passionne. Donc, avant l'an 1000, je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit, mais je vais le dire à ma façon. Donc avant l'an 1000, les forêts ressemblaient davantage à des landes. Hein. On pratiquait ce qu'on appelait le furetage. C'est-à-dire, alors attention, quand je dis « on », ce n'était pas les serfs. Hein. Donc on choisissait les arbres en fonction des besoins et il n'y avait pas beaucoup de réglementation. Alors au Moyen-Âge, il y a la christianisation qui s'impose. Là, il y a nos amis les moines qui sont les représentants de Dieu. Donc il faut se tenir à carreau vis-à-vis d'eux. Hein. Ils ont déforesté des massifs même montagneux, et quand il pleuvait, il y avait le paysage qui tombait sur le village. Bon. Donc, bref, il y a eu des essartements qui se sont généralisés, à la fois pour produire du bois et pour étendre la production agricole, parce que la démographie varie. Parfois, la démographie se calmait, il y avait des guerres, ça permettait à la forêt de respirer. Et puis, il a fallu attendre 1219, sous Louis le Preux, pour qu'il y ait une première réglementation. Ça a été le premier roi de France en titre, parce qu'évidemment, le territoire n'avait pas l'apparence qu'il avait aujourd'hui. Après, il y a eu Philippe le Bel, qui a nommé des maîtres des forêts, qui géraient un peu les premières réglementations. Et puis, en 1346, Philippe de Valois, première administration des forêts. Alors la première administration des forêts, c'était les eaux et forêts. À vrai dire, ça me plaisait beaucoup mieux,
ce nom d'eau et forêt que Office national des forêts. Mais passons. Après, il y a eu Charles V qui a, lui, conduit la taillis sous futaie, qui est définie. Puis, sous Charles IX, une demi-partie des forêts royales qui sont mises en réserve pour 100 à 200 ans de gros bois, jusqu'en 1669, avec l'ordre de Colbert, je ne vous apprendrai rien, pour des réserves de 250 à 350 ans. François Ier, pour revenir au XVIe siècle, avant lui Henri II, prendront des ordonnances pour le bon plaisir de la chasse et préserver certaines forêts dites royales. Au XVIIIe, le reboisement en chêne se poursuit, 1824, XIXe siècle, et il y a un fait important, c'est l'école de Nancy, donc, qui est inspirée par la gestion forestière germanique. C'est-à-dire les Allemands étaient déjà en avance pour une gestion plus durable. C'est quand même important à souligner. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à Troncey. Donc on trouve, moi j'habite en lisière de la forêt de Troncey, je la fréquente, je la hante depuis 50 ans et j'y vis depuis 13 ans. Juste parenthèse, grâce à François Terrasson, un naturaliste et un penseur radical de la nature, qui a écrit plusieurs livres, dont un que je vous incite à lire par rapport à notre rapport à la nature, qui s'appelle « La peur de la nature ». C'est-à-dire la peur du sauvage, la peur de l'organique, la peur de l'obscurité. Et toutes ces peurs, en fait, alimentent la façon de vouloir dominer la nature et de la détruire. Donc c'est très intéressant. Mais bon, je ne vais pas commencer une séance de thérapie collective. Donc les premiers hommes arrivent en Europe à peu près il y a 5500 ans. Ce qu'on sait aujourd'hui, peut-être que ça changera quand on trouvera d'autres traces. Et puis, à l'époque gallo-romaine, donc la forêt dite de Troncey s'étend sur des milliers d'hectares. Aujourd'hui, public 10 400. À l'époque, ça allait jusqu'à Bourges, Montluçon et Moulins, mais pas avec l'apparence de haute-futaie qu'elle a aujourd'hui, évidemment. Alors, les bergers, elle fait vivre les populations locales. Elle est un refuge aussi pendant les invasions. Et les bergers et les éleveurs viennent y faire paître leurs troupeaux, le pacage. Elle reste longtemps un long lieu de l'ermite et du brigand. Alors on appelait les gens qui vivaient dans la forêt, il y en avait au Moyen-Âge près d'1 millier, je parle sur Troncey, on les appelait les boisilleurs. Et le cerf en rupture de banc, donc ils n'étaient pas très bien vus par les paysans, mais ils exerçaient tout un tas de compétences. Alors on se nourrit dans la forêt d'herbes, de racines, on braconne évidemment, et puis on est charbonnier pour les premières forges, sabotier, on s'occupe aussi de ramasser des glands, des écorces, des fagots pour les boulangers, etc. On exploite la tille, c'est ce qu'il y a sous l'écorce des tilleuls pour le cordage des navires, parce que c'est imputrescible, et puis les personnes y subsistent et vivent dans des huttes et des cabanes. Bon, à l'occasion, la diligence ou le carrosse qui passe, on fait des petits prélèvements, pas toujours volontaires, pour ceux qui sont dedans. Donc, ils sont très, très mal vus. Alors, au début du XIVe, la forêt est cédée au sire de Bourbon. Elle devient forêt royale sous François Ier. Et pour favoriser le commerce, les déplacements militaires, il y a des routes royales qui sont tracées par Truden. On trouve encore les cartes sur Internet, si ça vous intéresse, qui sont tracées au XVIIe siècle, sous Louis XV. Alors évidemment, Colbert, je reviens un peu là-dessus, il établit des règles pour protéger la ressource en bois, délimiter les forêts de la couronne. C'est la création de l'aménagement forestier. La forêt de Troncey sera inscrite dans ce plan national afin surtout de fournir le bois pour les chantiers de marine. Parce qu'à l'époque, la France a une flotte qui est bien en dessous de celle de l'Angleterre ou de l'Espagne, donc voilà. Alors la surface forestière, elle passe à l'époque de 35 à 25% du territoire, en 1670. Et donc le massif de Troncey, à un moment, est épuisé, parce qu'il y a trop de prélèvements. Avec l'ère industrielle, finalement, des forges s'installent en forêt de Troncey, des étangs sont créés pour fournir l'eau nécessaire à cette industrie, pour compenser l'étiage du canal de Berry. Et c'est à cette époque qu'ont été creusés donc, un certain nombre d'étangs. Alors l'industrie est très consommatrice et ça modifiera complètement les paysages intérieurs de la Sylve.
c'est pas moins des 2/3 des futaies qui seront abattus pour fournir au bois les nouvelles forges de Sologne et de Morat. Avec la découverte du charbon, ça va un peu sauver la forêt, quoi, parce qu'on va utiliser le charbon comme énergie. Et puis, ça migrera vers des grandes villes comme Montluçon. À la fin du XVIIIe, début de l'ère industrielle, il y a un gars qui s'appelait Nicolas de Rambourg qui a obtenu une concession des 2/3 et il a exploité sans aucun plan de régénération pour les forges. Et donc, au début du XIXe, il a laissé la futaie dévastée. Alors, heureusement, il est venu quelqu'un qui s'appelait le comte de Buffevent, qui était un peu plus écolo, si on peut dire, et qui a tout de suite mis un plan d'exploitation à 160 ans en 1835, puis 180 ans, puis 225 ans plus tard. Aujourd'hui, les 10 532 hectares donc, sont en forêt publique, 81% de chênes sessiles, gestion en futaie régulière depuis 1835. Donc parmi la faune, on a 800... Alors je vais passer au suivant. Je n'avais pas vu qu'il y avait peu... Ouais. Je voulais revenir avant juste pour dire... Voilà. Pardon. Ouais. Ah, c'est pas la bonne... c'est pas le bon... C'est pas grave. C'est pas le bon... c'est pas le bon PowerPoint, non. Il doit y en avoir un autre. Ben, on l'a passé tout à l'heure, pourtant. Non, mais c'est pas le bon PowerPoint. Il y en a un autre qui doit être sur l'ordi. Vas-y. Parce que tout à l'heure, on l'a essayé, désolé. Il doit y en avoir un autre. C'est pour un détail, mais quand même qui me tient à cœur. Vas-y, continue. Meuble, Christian. Oui, ben tant pis, quoi, mais voilà. Parce qu'on l'a essayé tout à l'heure et il y était. Ben voilà. C'est celui-là. Voilà. Ouais. Donc oui, je voulais juste, on dirait minute papillon, mais justement, c'est parce qu'il y a là un papillon qui vit dans les bois, qui s'appelle le sylvain azuré, et dont la plante donc haute est le chèvrefeuille. Donc en fait, là, c'est donc la réserve de Nantigny, qui est une réserve intégrale. Quand on a toutes les strates et tout ça, ce papillon, il est là. Quand il n'y a plus qu'une futaie régulière, le papillon, évidemment, il disparaît. C'est pour ça que je tenais à cette photo, je suis désolé. Donc ça, c'est ça, c'est donc la photo de la sylve, les plans de Cassini, hein, sous Louis XIV, qui montre un plan qui est quand même, qui montre les reliefs et tout ça, mais qui correspond donc à l'ancien. Alors oui, je voulais dire, il y a 600 espèces d'insectes quand même dans la forêt de Tronchet, 90 espèces d'oiseaux, 21 espèces de chauves-souris. Il y a également la cigogne noire, dont certains ont parlé. L'aigle beauté, il y en avait encore 100 couples il y a 20 ans. Il en reste 20 couples aujourd'hui à cause de l'exploitation, trop grande exploitation, des fréquentations pas toujours respectueuses, et qui fait que l'aigle, il s'en va. C'est un petit aigle qui a la taille d'une buse, beauté parce qu'il a des plumes sur les pattes, il est migrateur. Mais bon, on est désolé de moins le voir, quoi, voilà. Alors, donc là, c'est quelques photos qui incarnent un peu la biodiversité de certains coins, comme la fontaine Villejeau, qui est une fontaine très ancienne. Alors, il y a des tas de légendes, je ne vais pas vous en parler pour ne pas être trop long. Voilà, ça c'est encore des lieux où effectivement il y a des mares, il y a une biodiversité, il y a toutes les strates. Voilà, des chemins avec les jacinthes, les fougères. Maintenant, il y a des parcelles dans certains parcelles de la forêt où on a inventé une machine avec des chaînes pour couper les fougères, qu'elle prendrait de la nourriture aux arbres. C'est stupide. Les fougères retiennent l'humidité, etc., quoi. Voilà, quelques plantes emblématiques. L'anémone sylvie qui pousse au printemps. Et puis, voilà, il y a des orchidées sur certains chemins, comme vous voyez là. Voilà, ça c'est un des étangs.
Bon, la forêt comme je l'aime, un peu sauvage. Alors, on va parler là des champignons. Certains en ont parlé un peu. Donc, ils extraient de leur environnement les composés organiques déjà constitués. Bon, ils doivent s'alimenter. Alors, il y en a qui décomposent de la matière morte, ça profite. Il y en a qui sont parasites, il ne faut pas se le cacher. Et puis, qui sont lignivores. Alors, ils s'associent d'une façon symbiotique avec les végétaux qui leur fournissent du sucre et en échange, ils apportent des soins aux racines par le biais mycorhizien. Donc en fait, il y a vraiment là une association qui se fait et qui est essentielle de la matière organique en minéraux. Alors, des carpophores tombent des petites graines qui vont former les ifs. Alors c'est if, H-Y-P-H-E. Et les ifs vont eux-mêmes se transformer en réseaux mycorhiziens. Alors if, ça signifie, la racine en grec, c'est tissu. Et en fait, ce que vous avez sous les pieds, parce que ce que je veux insister, c'est qu'il y a 25% du vivant qui est dans le sol, la strate du sol. Ces ifs, c'est comme une dentelle que vous avez sous les pieds. Évidemment, quand il y a des gros engins qui passent là-dessus, tout le système mycorhizien, les ifs, pour 10 ans, c'est fini. Donc plus de fructification, plus de carpophores. Et c'est essentiel à la santé des arbres, quoi. Donc ça ne se voit pas, mais voilà, d'autres en ont parlé, je voulais un peu détailler. Donc leur présence, leur alliance, aussi bien en termes de diversité, c'est une garantie de la santé de la forêt. D'autre part, cette association, il y a aussi les lichens, donc c'est association d'algues, de bactéries et puis de champignons, c'est arrivé de l'océan. En fait, les forêts nous arrivent de l'océan, quoi. Ça s'est fait sur des millions d'années, et nous, là, en quelques dizaines d'années, centaines d'années, on va tout démolir. Ça ne reviendra pas comme ça, quoi. Alors ça, c'est une artiste plasticienne qui s'inspire de la mémoire des arbres, avec du papier de soie du Japon. Elle prend l'empreinte des arbres et elle a exposé, elle a pris notamment les empreintes des chênes qui ont servi pour Notre-Dame. Elle s'appelle Stéphanie Champvallon. Si vous voyez ces expos, je vous insiste à y aller. Voilà les lichens, donc, qui sont très importants, qui ont des formes incroyables quand on les voit de près. Ça, on en a parlé tout à l'heure, hein, de ces lichens-là. Des champignons, voilà. Et ça, c'est une photo donc, prise de la représentation des ifs. Alors, un animal emblématique de la forêt, c'est la salamandre. Hein, il y en a énormément sur la forêt de Tronchet. Alors, c'est la vie cachée des sols, comme je dis, donc avec 25%. Et donc, il y a la mégafaune avec donc les salamandres qui vivent dans le sol. Et elles se contentent de pondre au moment de leur reproduction, dans l'eau. Le reste du temps, elles sont dans le sol, elles sortent la nuit. Il y a les crapauds, les serpents, et puis vous avez toute la microfaune, hein, les fourmis, les termites, les larves d'insectes, etc. Puis les plus petits animaux encore, acariens, colamboles, et puis encore plus petits, bactéries, archées, micro-organismes, qui tous ont un rôle, évidemment, dans ce sol. Alors maintenant, on va en venir à les parcelles régulières, quoi, qui en fait ressemblent finalement à des champs d'arbres, où vous n'avez plus les strates ni arbustives, ni muscinales. Et donc, voilà, quoi, c'est un peu... Enfin, pour moi, c'est plus une forêt, quoi, c'est plus un écosystème. Voilà, parcelles en futaies régulières, avec, dû à la fois au changement climatique et puis à cette exploitation des chênes sessiles, la canopée qui finit par mourir, hein, parce que l'eau n'y arrive plus, et la sève. Les rivières à sec, ça c'est en 2023, la Sologne qui n'avait jamais été à sec et qui était complètement à sec dans la forêt. Le passage des gros engins, donc vous voyez ce que ça peut donner. Le chemin de randonnée, vous ne pouvez plus y passer. Hein. Et puis toute la faune qui vit là, les amphibiens qui pondent, etc., ben, ça fait de la confiture d'amphibiens.
Alors voilà une parcelle qui a été récoltée quasiment donc en ce qu'on appelle en blanc-étope, quoi, à coupe rase, avec malheureusement pas forcément des gens qualifiés pour faire ce travail. Donc c'est la guerre, quoi, sur cette parcelle. Il y a un chemin de randonnée qui passait, vous ne pouvez plus le prendre. Enfin, à moins de vouloir faire d'escalader les arbres et tout ce qui est à terre et les ornières, quoi. Voilà une parcelle qui a été entièrement en coupe rase. Alors maintenant, je voudrais... Ne vous inquiétez pas, il n'y en a plus pour très longtemps. Ben oui, mais moi je suis désolé, je suis le dernier à passer. Vous pouvez me faire des signes. Hein? Oh les pauvres. Non mais franchement, je fais au minimum. Hein. D'accord? Donc ça, c'est une autre façon de récolter dans les forêts par téléferrage, où on tend en fait des câbles, on travaille avec des chevaux de trait, ce qui permet justement de ne pas tasser les sols. Donc pour l'instant, ça reste expérimental en France, alors qu'il y a d'autres pays où ça se fait beaucoup plus fréquemment, quoi. Donc c'est une manière plus douce où on ne tasse pas les sols, quoi. Voilà. Donc voilà le système de téléferrage. Et puis je vais quand même parler de la marche de la forêt qu'avait organisé le SUMFEN et notamment Philippe, qui est... Oui. Donc c'est arrivé, les forestiers sont arrivés dans la forêt de Troncet, à Saint-Bonnet de Troncet, et puis il y a eu quand même pas mal de personnes, il y avait bien 2000 personnes, à la fois de forestiers puis de gens qui sont venus écouter. Donc les forestiers arrivaient de toute la France pour un peu tenir ce que tu disais déjà comme discours, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc il y avait un pique-nique, tout ça. Voilà. On s'est trimballé dans la forêt, on a rencontré des élus, etc. Et voilà la pancarte qu'ils avaient mis, la banderole, quoi. Les forestiers. Colbert revient, ils sont devenus fous. Merci. Voilà. Merci. Bon, je suis désolé. Si vous allez un peu au galop... Non, mais c'était superbe. C'est superbe. C'est simplement, il faudrait plus de temps. J'avais dit, hein, j'en ai pour 30 minutes. Et là, vous me donnez 10 minutes. Ah non, t'as pris les 30. J'ai le droit de m'exprimer. C'est superbe. Superbe question. Bien. Je pense qu'on peut passer à la table suivante. Oui, tourne à fond. Tourne à fond.